Bienvenue sur la chaîne Marketing Mania Daily. Encore une vidéo de réaction, on continue à tester un petit peu le format et expérimenter avec ça. Oula, mon écran est loin. Attendez. Ah, c'est mieux. Aujourd'hui, on réagit à comment on a monté notre atelier de sculpture en 6 mois avec Misseur et Barbare Civilisé de la chaîne Florent Tavernier avec 278 000 vues. Je suis vaguement familier avec ce groupe de personnes qui sont un petit peu la nouvelle vague du dev perso français avec un côté un peu viril, avec un côté on fait de la muscu et on lit Nietzsche. Ce que je trouve assez intéressant, ici on dirait qu'ils ont utilisé la vente de bustes de Nietzsche en plâtre pour monétiser leur chaîne de développement perso, c'est pas mal, là où tout le monde fait des séminaires et des formations. On m'a recommandé cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue, on va la regarder ensemble. Il y a 6 mois, moi et mes amis Missor et Simon, on s'est lancé un défi bizarre, monter une entreprise rentable qui vend des statues. À ce moment-là, on ne savait pas encore dans quelles aventures ça allait nous mener et tous les problèmes qu'on allait devoir résoudre. Bonjour. Et surtout, on ne se doutait pas que c'est ce projet qui allait nous apprendre l'entrepreneuriat de A à Z et en plus s'aligner parfaitement avec nos objectifs philosophiques. Assez fort ici en termes d'intro, en termes de teasing, même si je pense qu'il aurait pu nous mettre un peu plus. Il nous faut le moment ici où tu es au fond du trou, tu vois, au moment où putain, on va jamais y arriver, ça nous manque un poil. Mais sinon, on a bien le teasing de ce qui va se passer, c'est intéressant, on a l'idée, ah tiens, comment est-ce que le gars va vendre des statues? C'est un peu original, et surtout, qu'est-ce que ça va lui apprendre sur la vie et sur la philosophie? On vient de recevoir 100 kg de plâtre. Mais avant que je vous montre ce sur quoi on travaille depuis si longtemps, il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début. Tout a commencé il y a quelques mois quand mon ami Missor m'a dit qu'il voulait devenir sculpteur. Au départ, j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, c'est quoi encore cette idée bizarre? J'ai commencé la sculpture, mais tout est en train de s'effriter. Pour moi, sculpteur, c'était Rodin. Voilà, donc là, il met bien un petit peu le côté what the fuck. Cette idée est what the fuck et il se met dans les chaussures de l'audience. C'est important parce que l'audience se dit, bah mec, qu'est-ce que tu fais à nous vendre des sculptures, ça n'a aucun sens. Il faut que lui dise, bah moi au départ, j'étais comme vous, je pensais que c'était idiot et vous allez voir comment j'ai suivi le processus de réflexion pour me rendre compte que c'était une bonne idée. Et par analogie, vous aussi en me regardant, vous allez suivre ce même processus de pensée pour arriver au point où vous allez penser que c'est une bonne idée. C'était pas un métier où on pouvait gagner de l'argent. Quelques semaines plus tard, après plein d'essais, il décide de se lancer dans Nietzsche. Et là, d'un coup, ça commence à attirer mon attention. Nietzsche a beaucoup influencé ma pensée avec ses réflexions qui sont à rebours des idées modernes. Là, d'un coup, pour la première fois, je me suis dit que ça m'intéresserait d'avoir un buste de Nietzsche dans ma chambre. Alors, je ne donnerai pas de détails sur son processus de travail, mais toujours est-il que 2 mois après la petite blague. Après avoir commencé, il avait fini Nietzsche. À ce moment-là, il a créé un moule. Petit reveal dramatique du produit. Pour qu'on puisse couler du plâtre à l'intérieur et reproduire le Nietzsche. Et puis on a fait une vidéo sur sa chaîne pour annoncer qu'on les mettait en vente. Je me souviens que juste avant de mettre en ligne la vidéo, on avait fait nos pronostics. Missor était très optimiste, il disait qu'il y aurait des dizaines de ventes. Simon avait dit 15 ou 20 et moi, j'avais dit 5 ou 10. Là, c'est important. Il faut toujours calibrer aux gens vos attentes. Vous dites aux gens, j'attendais ça, et en fait, j'ai eu tant que ça, et donc du coup, ça fait un effet de bonne surprise. Il faut que vous ayez calibré une attente. Donc là, il nous a calibré une attente, et lui, bien sûr, dans cette histoire, il joue le rôle de la personne la plus pessimiste. C'est important que la personne qui raconte l'histoire soit aussi la plus pessimiste, pour que lui puisse vraiment suivre le parcours intellectuel du spectateur qui est un peu sceptique et qui se dit, ça a marché ton truc, j'y crois pas. Et puis on l'a mis en ligne, et en quelques jours, on a eu 50 emails d'achat. Maintenant, au début, on a pris ça comme une bonne nouvelle, mais en fait, on n'était absolument pas prêts. Donc là, c'est la merde. Toujours, si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait sur Micode de réaction, dès qu'il se passe un bon truc, il doit se passer une merde ensuite. C'est ça le storytelling. S'il se passe que des bons trucs, on s'ennuie. S'il se passe que des trucs de merde, on s'ennuie. C'est prévisible. Il faut que ça soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. J'y croyais pas. J'ai pensé qu'on allait faire 15 ventes, on en a fait 50. Ah mais en fait, on n'était pas prêt. Ah mais en fait, on va y arriver. Ah mais en fait, il y a un autre problème, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Explique. Il est en train d'expliquer à ma place là. Alors là, on a... Je me demande s'il y a une histoire autour de Missor, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours torse nu, je ne sais pas. Je suppose que ça fait partie de son personnage et de sa marque. Le moule en silicone. Dedans, il y a tous les détails. Et donc, pour qu'il tienne bien en place, on l'entoure avec sa coque en plâtre. Et après, on va venir couler par la base ici. On va couler le plâtre que après on va vous montrer. Super bien. Donc c'est intéressant parce que là, il nous montre le processus et c'est important de montrer votre processus pour valoriser votre produit. C'est ce qu'on avait vu aussi dans la réaction précédente avec l'ami Mathias qui faisait, vous savez, ces bijoux fabriqués à Bali par un petit artisan, etc. Là, on est aussi sur montrer le processus, mais ici, c'est un processus roots. On est quasiment dans un appartement où on fabrique du crack avec du plâtre simple qu'on a acheté chez Monsieur Bricolage, avec un truc dégueulasse, avec des matelas
glace sur les murs, etc. Il y a même une espèce de bouteille en plastoc casino qui traîne dans le plan. C'est pas un plan bien léché comme le font des youtubeurs avec leur caméra. Eux, c'est non, nous on est des vrais mecs, on est des gars un peu virils, vous voyez, on est des gars qui se salissent les mains, qui font du plâtre, on n'est pas là pour vous faire une vidéo bien léchée en 4K sur notre petit artisanat. L'esthétique ici de la vidéo et de l'atelier qui est autour remplit bien cette mission-là. Pour envoyer autant de statuts, il va nous falloir du plâtre, de la main-d'œuvre, gérer les envois, gérer toutes les adresses. Donc, on a mis en place un plan. Vous voyez, petit changement en termes de rythme ici avec la musique qui drop, c'est bien, c'est parce qu'on est sur un mode un peu plus vlog, un peu plus descriptif. On a passé 30 secondes sur le plâtre et le moulage, ça suffit, il faut qu'on passe à la suite. Et là, probablement, on s'attend à un truc un peu plus rythmé, peut-être un système de montage avec des images qui s'enchaînent et une narration. Sur quelques semaines, notre objectif était de taille. Passer d'un petit atelier à une vraie entreprise qui peut produire des dizaines, voire des centaines de statues. Et quand la vraie production a commencé, les vrais problèmes ont commencé. Comme toujours, on a résolu un problème et on a un nouveau qui arrive. C'est toujours ça, c'est la recette du storytelling. Faut qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un nouveau problème et la solution est un problème et une solution. Bon, là, c'était vraiment tendu. En fait, on s'est tous fait un round de critiques les uns les autres. Donc c'est vraiment intéressant, on prend en note les trucs qu'on fait pas bien, les trucs qu'on pourrait mieux faire. Et il y a un moment où c'est devenu un petit peu violent parce qu'il y a beaucoup de deadlines qu'on s'est donnés et qui n'ont pas été respectés. Je pense que ce qui se passe, c'est que chacun, on voit qu'un autre n'a pas fait quelque chose qu'il devait faire. Alors on prend ça un petit peu comme une excuse pour le blâmer et pour ne pas faire ce que nous on doit faire. C'est intéressant ça comme remarque. C'est vrai que le fait d'avoir des deadlines, d'avoir des engagements, c'est aussi une espèce de... c'est une espèce d'éthique en fait, de se dire ok, là on a mis un truc, on va le tenir parce que si je le tiens pas, ça fait un effet domino. Donc c'est pas dire en fait que ma deadline elle est importante parce que si ma deadline je suis 3 jours en retard, dans l'absolu ça va pas mettre en retard tout le projet. Mais si chacun voit que tiens il a été 3 jours en retard, moi je peux être 1 semaine en retard et ensuite moi je peux être 2 semaines en retard, il y a un effet domino de cette manière, ça peut être assez risqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est toujours tenté de mettre la deadline la plus proche possible, mais en un sens si on met des deadlines et que de manière routinière on n'arrive pas à les atteindre, et bien en fait on crée cette habitude que les deadlines c'est une suggestion. Si on crée des deadlines qui ont un peu plus de marge de manœuvre, mais dans ce cas-là on est sûr de pouvoir les atteindre à chaque fois, potentiellement on a quelque chose où en théorie les deadlines sont un peu plus longues donc on avance un peu moins vite, on est peut-être un peu moins ambitieux, mais en pratique on est plus efficace parce que les deadlines sont traités comme quelque chose de sacré et qui ne peut pas être dépassé. Et que comme il y a un petit peu de marge de manœuvre dans la deadline, bah, tu n'as pas vraiment d'excuses, puisque même s'il y a eu un problème et qu'il y a toujours des problèmes, normalement c'était prévu en avance. Après je dis ça, je dis pas du tout que chez Marketing Mania on est bon là-dessus, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué que moi j'essaye d'implémenter dans ma propre organisation avec mon équipe. Il fallait gérer l'approvisionnement en plâtre, en feutrine, en patine, mais aussi en carton, en papier bulle pour la protection. Et s'il y a un seul de ces matériaux qui manque, toute la production est bloquée. Au départ, on a pris longtemps à envoyer les statuts. Et ça nous rajoutait un stress parce qu'on voulait pas que les gens aient à attendre plusieurs semaines leur buste. Je me demande s'ils n'auraient pas pu faire une stratégie marketing et à la fois qui aurait simplifié la production, qui est de vendre en fait des runs limités. De dire voilà, là on a que la capacité d'en faire 30 sur ce run. Vous avez 30 qui peuvent acheter et les 30 premiers sont les premiers servis et puis après vous allez devoir attendre. Et potentiellement ici on peut même les numéroter. Statut numéro 1 du run 1, statut numéro 2, comme ça elles sont un petit peu uniques. Mais surtout on peut limiter de manière extrêmement crédible l'approvisionnement pour créer une urgence où nos gens ont envie d'acheter plus vite, plutôt que de dire vous pouvez commander quand vous voulez. Parce que là les gens peuvent toujours se dire ils peuvent acheter plus tard. Et ici, ça aurait été la bonne occasion de faire des runs de statuts et de dire ok, on va ouvrir un drop de statuts, il y en a 100 qui sont disponibles, achetez-les vite fait, parce que dans 3 jours, ça sera fini et tout le monde aura acheté et il n'y aura plus de stock qui sera disponible. Il faudra attendre 1 mois et demi avant le prochain drop. Et dans ce cas-là, ils peuvent évidemment ajuster le drop suivant en fonction du temps que cela aura pris du drop précédent, et c'est de scaler petit à petit comme ça leur volume, et scaler leur volume en fonction de ce que eux ils ont envie de scaler, de dire là ok on va en faire 2 fois plus, plutôt qu'en fonction des commandes, parce que les commandes elles sont assez imprévisibles. D'un coup vous avez 3 fois plus de commandes, la semaine suivante vous en avez moins, c'est plus difficile de scaler une production à ce niveau-là. Maintenant, au moment où Missor a fini sa seconde statue, celle de Napoléon, on a commencé à faire plus de ventes. Et là, on a décidé de recruter parmi nos amis ceux qui seraient les plus aptes à faire du travail précis et minutieux. Et là, il y a eu des transmissions de savoir. D'ailleurs, est-ce que Missor t'a montré la technique particulière pour démouler la moustache? Simon m'a expliqué, ouais, et c'est vrai que c'est pas intuitif. Là, c'est encore cette idée de savoir-faire, d'artisanat, ils savent faire le truc, voilà, c'est roots, mais il y a quand même un savoir-faire. On ne fait pas ça n'importe comment et on a le sens du travail bien fait, et c'est important de le montrer. Et ici, c'est intéressant de le montrer avec un petit détail. Donc, démouler la moustache de Nietzsche, forcément, c'est l'élément un peu emblématique de la statue, et c'est un élément emblématique de dire ah oui quand même ils transmettent un savoir-faire de l'un à l'autre, c'est pas n'importe quel manos sorti de la rue qui serait capable de faire ça. Mais normalement, si nos objectifs sont atteints, on pourra se payer ce studio.
Si nos objectifs ne sont pas atteints, eh bien, on pourra dormir dans la rue. À Nice, pour mieux travailler, on a une vie plutôt spartiate. Pendant longtemps, on n'a pas eu de frigo, on mangeait surtout de la viande crue. Donc on a récupéré un frigo chez quelqu'un, et là on est en train de le... Oh putain! Pareil, pendant longtemps, on n'a pas eu de matelas, on dormait sur des canapés ou sur des sortes de petits matelas de camping. L'avantage, c'est qu'on ne pouvait pas s'habituer au confort. Le même endroit, mais avec des fauteuils confortables, des canapés, une télé et tout, on en aurait juste moins fait. Ouais, ils ont dû quand même bien se marrer à faire ça. Ça a l'air d'être quand même une aventure assez cool de faire des bus de niche avec tes potes dans un appart complètement pourrave, sans frigo. Ça a l'air quand même bien marrant. Mais après, c'est un truc que tu fais pendant... À mon avis, pendant 6 à 18 mois, tu tiens le coup et puis au bout d'un moment, tu dis, bah les gars, désolé, je déménage, j'ai pris un appart avec ma copine, quoi. Ce dont je suis vraiment le plus heureux quand j'y repense, c'est toutes les aventures qu'on a eues. Quand on allait chercher les cartons et qu'il n'y avait plus aucune place dans la voiture, quand on faisait des tractions sur les échafaudages parce que les salles étaient fermées. Il y a même une fois où dans la pièce où on stockait les cartons, ils sont tombés devant la porte et donc on pouvait plus l'ouvrir. Et puis il y a eu les bains de minuit, les expériences culinaires. Putain, ils ont l'air trop bons les cœurs de dinde. J'aurais pas exactement formulé ça comme ça, mais en tout cas, ils ont l'air de s'être amusés, ça a l'air cool. Si je devais synthétiser tout ce que j'ai appris pendant cette aventure en 3 leçons simples, ce serait celle-là. La première, c'est de ne pas rester dans l'abstraction, mais d'apprendre dans le concret. Moi, j'ai un vice qui est assez commun, c'est que... Je vais vous spoiler la prochaine statue qu'ils vont faire. Jordan Peterson, là, on le voit dans le coin. Je suis sûr qu'il est bien dans le cadre. Après, je sais pas si on peut faire un buste d'une personne qui est vivante légalement aussi, un droit à l'image. Bonne question. Une fois que j'ai compris uniquement dans l'abstraction quelque chose, eh ben, finalement, j'ai l'impression que j'ai plus rien à apprendre et donc que j'ai pas besoin de faire les choses concrètement. Ça, non seulement c'est quelque chose qui empêche d'avoir des résultats, mais en plus c'est faux parce que quand on apprend à faire quelque chose concrètement, on se rend très vite compte qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas imaginées quand on y réfléchissait, et on fait cet apprentissage vraiment pragmatique de résoudre les problèmes au moment où ils arrivent. Ça, c'est totalement vrai. Et notamment, je vois beaucoup de gens qui sont des pseudo-experts du business en ligne qui on disent bah ok, moi je connais déjà tout, ce que tu me racontes, je le sais déjà, et qui n'ont jamais en fait fait un business et fait une vente. Et ils ont l'impression que juste parce qu'ils ont suivi du contenu, ils savent tout. Donc en fait, ils savent tout ce qu'on leur dit dans le contenu, mais il y a plein de petits éléments et de détails et de nuances qui sont pas expliqués en fait dans du contenu parce qu'ils sont trop compliqués à transmettre. Ici, on peut regarder plus ou moins comment ça fonctionne le plat, mais est-ce qu'on comprend exactement comment est-ce qu'ils vont stocker les statues, comment est-ce qu'ils vont les transporter, comment est-ce qu'ils vont les envoyer, quel est le bon mix au niveau du plâtre, quelles sont les bonnes techniques au niveau du marketing? Non, en fait. Et ça, il n'y a que dans leur tête que ça peut exister. Et ça serait très compliqué pour eux de transmettre toutes les nuances au niveau de leur business, tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils ont commencé. Au début, faites tout de A à Z. Quand vous avez tout fait de A à Z et que l'argent est rentré, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous soulager de certaines tâches. Le CDI, c'est très sécurisant. Là, je dirais que notre activité, c'est tout l'inverse. Parce que c'est comme ça qu'il fait pour faire sa statue. Il doit mettre du plâtre et ensuite le couler autour. Non, c'est effectivement plus compliqué que ça en a l'air. S'il doit retourner son moule pour que ça aille bien dans tous les coins, c'est quand même... on comprend quoi. Il disait, tu peux pas le sous-traiter directement. Faut avoir compris quelle est la bonne manipulation du moule pour que le truc sorte correctement. Forcément, faut prendre un peu de temps pour faire des runs avant de comprendre comment ça va fonctionner concrètement. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est d'accepter les conflits. C'est toujours compliqué de travailler à plusieurs, même quand c'est ton équipe et qu'elle est vraiment soudée. Quand il y a des désaccords, le ton monte. Et ça, faut s'y habituer parce que ça arrivera toujours. Il n'y aura jamais un moment où toute l'équipe sera parfaitement d'accord sur tous les sujets. Il y a une certaine habitude de l'honnêteté radicale. Et en fait, le truc, c'est que quand on désenclave les problèmes dès le départ et qu'on parle franchement une seconde, le problème ne prend pas des proportions énormes. Ça, c'est notre force qu'eux doivent avoir, c'est qu'ils sont capables de se parler directement. On a vu tout à l'heure, ils ont fait un cercle, on va tous se critiquer les uns les autres dans un cercle et comprendre d'où vient le problème. Ça, c'est important parce qu'en fait, le principal danger qu'il peut y avoir dans une équipe, c'est en fait s'il y a beaucoup de non-dits, et il y a beaucoup de rancœur, et voilà. C'est une chose de dire, bah mec, putain, tu fais chier, t'as loupé tes deadlines, et de se friter un peu. Mais non, t'as pas compris, c'est parce que j'avais tel ou tel problème, mec, tu fais pas autant que moi. Ça, c'est finalement mieux de limite rentrer un petit peu dedans, plutôt que d'avoir des non-dits et d'avoir un peu, bah ouais, il l'a pas fait, donc moi je ne fais pas, mais en fait, je lui dis pas directement. Et ça, on peut assez facilement tomber dedans. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir en discuter de manière diplomatique, mais ça dépend entièrement en fait, de la susceptibilité des gens. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont pas du tout susceptibles et ils peuvent se gueuler dessus et à la fin être potes parce qu'ils sont pas susceptibles et on peut les avoir insultés et ils s'en foutent, ça fonctionne très bien en fait. C'est juste, plus les gens évidemment sont susceptibles, plus il faut faire preuve de diplomatie. Et je pense que plus il y a un système de hiérarchie, plus il faut aussi faire preuve de diplomatie. Donc si ici tout le monde est un peu égalitaire, tout le monde est au même niveau et on est tous partenaires dans le business, forcément on peut se crier plus dessus
que s'il y a différents niveaux de hiérarchie dans la boîte, auquel cas il faut faire preuve de diplomatie, mais ça reste important. Et je sais qu'il y a des gens qui managent des gens qui sont patrons de quelqu'un et qui osent pas dire à leur employé ce qui ne va pas, ou alors ils le disent pas assez vite, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai danger que moi-même j'ai dû combattre dans mon expérience. C'est-à-dire que pour moi, c'était facile de dire ouais, c'est pas terrible, mais bon, voilà, je vais pas non plus le faire chier avec ça. Et finalement, en fait, le truc il traînait alors qu'on aurait pu l'améliorer, on aurait pu l'attaquer directement. Donc là, c'est vraiment un feedback qui est important et je pense qu'eux, ils ont vraiment cette capacité à se taper un peu dessus. De toute manière, dans un sens, si vous habitez tous dans une coloc en dormant par terre et en bouffant de la viande crue, à mon avis, ça va friter, il n'y a pas trop de choix. Donc, ils ont potentiellement un raccourci là pour avoir une bonne honnêteté et une dynamique assez franche. Et la troisième chose, et la plus importante que j'ai appris pendant cette aventure, c'est de travailler sur un projet qui a un sens. Et aujourd'hui, après 6 mois, je me rends compte que c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens que si je faisais simplement un produit sur internet, un truc classique. Parce que Napoléon, Nietzsche, c'est des figures qui m'inspirent. Quand je travaille dans ma chambre à Paris et que je vois le regard de Nietzsche qui me regarde de haut, je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens que ce fantôme qu'il y a dans ma chambre, ce témoin du passé, il représente quelque chose de réel, d'ancré, quelque chose de solide qui durera des siècles. Là encore, on a un bon pitch de vente en une phrase. Finalement, la vidéo n'est pas avoir une vidéo de vente, mais on a un bon pitch de vente qui est de dire quel bénéfice concret vous allez en tirer. Et pour montrer un bénéfice concret comme ça, c'est important de peindre une situation précise. Et là, il nous peint la situation, il est dans sa chambre tout seul à Paris à écrire, et il y a le buste qui est en haut, au-dessus de lui, et qui le regarde, et il sent une espèce d'inspiration. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça va leur parler, beaucoup de gens vont avoir envie d'avoir cette inspiration, vont avoir envie de ressentir cette connexion avec Nietzsche. En tout cas, pour les gens qui suivent ces différents youtubeurs qui sont assez fans de Nietzsche. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao. Vraiment intéressant, vraiment bonne idée pour monétiser une chaîne de dev perso et de philosophie que de vendre des bustes de philosophes. Il fallait y penser et c'est vraiment très intéressant de voir comment ils en sont arrivés là. Il faut être prêt effectivement à se remonter un peu les manches et à trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de tutoriel sur YouTube sur comment mouler du plâtre et faire des sculptures un peu à la chaîne, mais de manière artisanale comme ça. Il a mentionné dans sa conclusion qu'il y aurait une suite, et il me semble qu'il y a une suite à cette vidéo que j'ai du coup pas encore regardée. Si vous avez aimé cette réaction et vous trouvez que c'était intéressant ce que j'avais raconté sur le sujet, dites-le moi en commentaire et je ferai une réaction sur la suite pour voir ce qui s'est passé ensuite. Moi, je serais vraiment intéressé de le savoir, mais je veux avant de savoir s'il faut que je m'enregistre ou si je vais parler tout seul parce que ça vous fait chier. Si vous avez d'autres vidéos auxquelles je devrais réagir, on essaye de faire plus de réactions maintenant sur la chaîne, vous pouvez nous les donner en commentaire de la vidéo. Mettez pas un lien parce que vous serez probablement bloqué par YouTube, vous pouvez juste mettre le titre de la vidéo et expliquer pourquoi elle serait intéressante en réaction et on va lire tous les commentaires et sélectionner des vidéos qui pourraient être intéressantes pour des futures réactions sur la chaîne Marketing Mania Daily. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien pour une prochaine réaction.